Ok, là je fais le malin, mais en réalité, je me sens pas très bien. À chaque fois, c'est la même chose. Je voyage, hein, mais disons que je préfère le train ou le bateau. Mais l'avion, non. Vraiment, je comprends pas. Sur Terre, la plupart du temps, on tient. Dans l'eau, assez facilement, on flotte. Mais dans les airs... Bon, là, ça va. Là, ça va encore. Ok, je sens que mon pouce accélère, mais je gère encore. Placez le masque sur le visage, ajustez-le et respirez normalement. Ok, là, ça ne va plus. Bon, ok. Je connais vos arguments. Statistiquement, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Les chiffres semblent clairs. Il y a 5 fois plus de risques de mourir dans un accident de voiture que d'avion. D'après Arnold Barnett, professeur de statistique au MIT, pour qu'un passager meure dans un crash, il faudrait qu'il prenne l'avion en continu pendant 123 000 ans. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Mais lorsque cette peur est viscérale, impossible de se concentrer sur les arguments rationnels. Et cette angoisse irrationnalisable n'est sûrement pas étrangère au caractère marquant et définitif des crashs d'avion. S'ils sont très rares, leur traitement médiatique est à chaque fois intense. Qui connaîtrait le nom Malaysia Airlines s'il n'y avait pas eu cette disparition pleine de mystères? À la une, la disparition des écrans de contrôle d'un avion de la compagnie Malaysia Airlines. La disparition du Boeing est un mystère aéronautique sans précédent. Al-Qaïda avait voulu faire sauter des avions en Malaisie. Interpol affirme que la piste terroriste... J'ai peur! T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur! Un tel traitement, si marquant, peut facilement nous rendre sujet à l'oubli de la fréquence de base. Cette tendance que l'on a à surestimer la probabilité d'un événement en oubliant de prendre en compte sa fréquence réelle. Rien compris, moi. Imaginez, vous êtes sur la route au volant d'une voiture. La police vous arrête pour vous faire souffler dans le ballon. Dans la région, en moyenne, il y a un conducteur sur 1000 qui conduit sous. Et l'alcotest est plutôt de bonne facture, il ne détecte que 5% de faux positifs et ne rate jamais un vrai positif. Alors à votre avis, quelle est la probabilité que le conducteur soit réellement sous? Instinctivement, on dirait 95%, étant donné qu'il n'y a que 5% de faux positifs. Eh bien, ce serait oublier la fréquence de base. Sur 1000 conducteurs contrôlés, il y en a un qui conduit sous, et pour qui le test donnera à 100% un vrai positif. Et sur les 999 autres conducteurs, il y aura 5% de faux positifs dû au défaut de la machine, c'est-à-dire presque 50 personnes. Donc un total de 50 faux positifs plus un vrai positif, donc 51 conducteurs contrôlés positifs. Alors les chances qu'un conducteur soit réellement positif sont de 1 sur 50. Autrement dit, 2%. Donc on est loin du 95% quand même. Bon, bien entendu, les éthylotests ont un pourcentage de faux positifs plus faible en réalité. Et si vous voulez comprendre pourquoi on compte souvent très mal lorsqu'il s'agit de statistiques, vous devriez aller voir la vidéo d'hygiène mentale sur le sujet. Et bien dans le cadre de l'avion, il est assez simple d'oublier la fréquence de base des crashs. Bah oui, dans mon esprit, un crash égale 300 morts, et en effet, la probabilité de mourir lorsqu'un avion se crash est assez élevée. Encore que. Mais ce serait oublier que sur presque 30 millions de vols en 2013, par exemple, seuls 6 ont connu des accidents mortels, soit 0,00002%. L'oubli de la fréquence de base. Ajoutez à ça le biais de négativité, un peu de corrélation illusoire et l'effet rebond pour obtenir un flippé de l'avion. Alors, pour tenter de maîtriser cette peur, j'ai essayé de m'y confronter en admirant quelques œuvres de l'ultime exutoire qu'est le cinéma. Now what's the next step of your master plan? Crashing this plane. We lost the left engine! Let go. Au cinéma, on se fait peur pour ne plus avoir peur, comme l'explique le psychologue à la faculté de Bruxelles, Alex Lefebvre. L'idée pour lui étant de se préparer aux situations anxiogènes en les vivant à travers l'écran. En fait, c'est la catharsis théâtrale, à travers une fiction, jouant de nos craintes, de nos frayeurs. Et là, je cite Aristote, la représentation réalise une épuration de ce genre d'émotions. Et à vrai dire, la littérature cinématographique de l'avion qui chute est plutôt riche. On retrouve les premiers crashs d'avion dès 1939 avec le film Quels seront les 5 de John Farrow. Et aujourd'hui, peut-être plus particulièrement depuis 2001, c'est une véritable épidémie d'avions incapables de tenir en l'air. Si c'est un exutoire, ces films cultivent également cette peur et nous biaisent bien profond. Bah oui, à la moindre turbulence, ce sont des dizaines de scènes quasi apocalyptiques qui reviennent en tête. Et pourtant, je devrais le savoir. La probabilité qu'un avion se crache à cause des turbulences est presque nulle. La meilleure solution reste encore de prendre l'avion et quelques fioles de liqueur de courage.
Et ces peurs irrationnelles sont légion. À la limite, malgré des chiffres concrets, on peut comprendre la peur de l'avion. Voler n'est pas naturel pour l'homme. On est enfermé, sans aucun contrôle sur la situation. Mais qu'en est-il par exemple de la coulrophobie, la peur des clowns? Les chercheurs tentent difficilement de comprendre d'où peuvent venir ces peurs, oscillant constamment entre prédispositions génétiques, venant d'un passé lointain, et construction sociale dès notre plus tendre enfance. Parce que oui, à une certaine période de l'humanité, fuir les araignées ou les serpents pouvait permettre de survivre et de se reproduire. Mais à cette époque, non. Il n'y avait pas encore de clown assassin. Pour tenter de comprendre si certaines peurs peuvent être inscrites au plus profond de notre code génétique, des chercheurs de l'université Max Planck en Allemagne ont tenté une petite expérience sur les êtres les plus éloignés de nos constructions sociales. Les bébés. Je résume le truc, mais en gros, ils observaient la dilatation des pupilles des bambins pendant qu'ils leur montraient des images de poissons ou de fleurs pour les images neutres, et d'araignées ou de serpents pour les images effrayantes. Et en effet, alors que la pupille reste en place devant une rose ou devant Nemo, face à un arachnide ou un ophidien, elle se dilate. Ce qui, pour les chercheurs, démontre une réponse physiologique stressée des jeunes enfants. Alors en effet, sans parler de phobie innée, il semblerait que nous soyons prédisposés génétiquement à craindre certaines choses. Mais la construction sociale semble malgré tout rester essentielle au passage d'une crainte génétique à la phobie viscérale. Bon, et pour mon souci d'avion, bah finalement... ça valait quand même le coup de prendre l'avion.